Soyez les bienvenus. Dans cette vidéo, nous examinons le cas des dockers, une main-d'œuvre précarisée, formée de manutentionnaires, de journaliers majoritairement algériens, mais qui tient, cependant, une place stratégique. Le rôle des ports est primordial dans une économie qui se caractérise par un sous-développement structurel et sa totale dépendance. La puissance occupante importe les ressources naturelles du pays conquis et écoule ses produits manufacturés vers ce pays. La maigre portion que lui alloue la métropole pour son fonctionnement profite aux populations européennes et non aux autochtones. En effet, cette organisation n'a pas pour but le développement de la colonie, mais l'enrichissement du colonisateur. Les infrastructures, routes, chemins de fer et ports servent ce seul objectif et sont financés par les ressources de la colonie. Dans cette économie, le monde maritime occupe une position essentielle et regroupe différentes corporations issues de toutes les communautés. Les manutentionnaires se présentent tous les matins devant les grilles du port, espérant être embauchés pour la journée par les contremaîtres des armateurs. Aux conditions de travail pénibles s'ajoutent des salaires insuffisants devant la cherté des produits importés. Ces nœuds vitaux sont également très surveillés par les forces de l'occupant pour empêcher la CGT et le Parti communiste d'organiser les ouvriers et les unir, au-delà de leur appartenance ethnique et religieuse. L'administration coloniale redoutait cette implantation dans les milieux algériens. Le 25 février 1936, le syndicaliste oranais Jean Torrecillas déclare à une dizaine d'Européens et 250 Algériens: le prolétariat indigène commence à comprendre que c'est l'union de tous qui permettra d'obtenir quelque soulagement à la misère générale. Toutes les luttes visaient à l'amélioration de la condition ouvrière, mais également à la disparition de la ségrégation, du code de l'indigénat, à l'égalité entre les communautés et la fin du système colonial. Néanmoins, pour les nationalistes algériens, ce processus devait être parachevé par l'indépendance. Pour la gauche française, il devait aboutir à l'assimilation. Ces organisations majoritairement européennes étaient favorables à l'égalité totale entre Algériens et Français, mais toujours dans le cadre de la souveraineté française. Nationalistes algériens et gauche française furent des compagnons de route. Cette vidéo est tirée d'une étude universitaire, la plus récente qui se consacre à l'Ouest algérien et notamment aux dockers d'origine espagnole et algérien. À l'exemple de la vie économique, la vie politique de la colonie est également dépendante de la métropole. En 1936, la victoire du Front populaire suscitait de grands espoirs en France et en Algérie. Durant le meeting du 21 mai 1936, Torrecillas dénonce le code de l'indigénat. Quelques jours plus tard, ce dernier, en espagnol, et Bellarbi, en français, critique les députés favorables au maintien de la ségrégation. À Mascara, le syndicaliste sportiste déclare souhaiter l'abrogation des lois d'exception qui frappent la population indigène de l'Algérie et réclame, le 2 juin, à travail égal, salaire égal. Le lendemain, à Oran, le syndicaliste Cassène ouvre la réunion en appelant les travailleurs à la cohésion, puis il déclare espérer que le Front populaire assimilera les indigènes, intellectuels ou non aux Français. Quelques années auparavant, en 1920, à la suite de la victoire de la Révolution russe, dirigée par Lénine, la gauche se divise. En France comme en Algérie, la majorité des adhérents du Parti socialiste de l'époque font scission et fondent le Parti communiste. La CGT se scinde aussi en deux organisations, la CGT confédérée et la CGT unitaire, créées par les communistes. Les deux organisations se livrent une compétition acharnée pour attirer les ouvriers. Cependant, cette tâche est difficile, car l'État colonial surveille les infrastructures maritimes, les militants syndicaux et politiques de gauche et nationalistes algériens. Des forces de police stationnent à l'intérieur des enceintes portuaires pour une répression immédiate. Oran se classe au 8e rang des ports français pour le tonnage marchandises et le mouvement maritime et le premier des ports algériens jusqu'en 1933. Néanmoins, il demeure jusqu'en 1938 le premier exportateur pour certaines marchandises. Le recul est la conséquence de la décadence, à compter de 1932, de la relâche, activité rémunératrice qui fit la fortune d'Oran. Un navire est obligé d'entrer dans le port pour s'approvisionner en charbon, le combustible de l'époque. Parmi les multiples raisons de ce recul, nous avons la perte de la clientèle anglaise et italienne des lignes régulières et l'avènement dès 1936 du mazout qui remplace progressivement le charbon de soute. La reconversion d'Oran se fait graduellement. Les relâcheurs le désertent au profit d'Alger et plus particulièrement de Gibraltar, Ceuta et Malte. Dotés d'un outillage moderne, d'une organisation permettant la manutention de jour comme de nuit, ces ports proposent, également, des taux prohibitifs des taxes et des frais. En dépit de ce repli, la relâche est stabilisée à 50% du mouvement de 1929 et demeure la fonction de base d'Oran. En 1937, les relâcheurs concentrent encore près de 45% du trafic. À l'exemple d'Oran,
Le vin est la principale marchandise exportée par Mostaganem, soit 75% des expéditions. Une part des importations est composée de fûts vides, soit un poids moyen de 50 000 tonnes. Toutefois, dans les ports secondaires, la situation est différente. À Nemours-Razawet, le fonctionnement résulte du défaut d'infrastructure et le tâcheronat. Par suite de l'absence totale de quais, l'embarquement et le débarquement des marchandises se font à dos d'hommes et au moyen de barcasses. Les employeurs ne sont pas maîtres, écrit l'inspecteur du travail, d'embaucher le nombre d'ouvriers qu'ils estiment suffisant, ni de choisir leurs ouvriers, ni même d'employer pour une opération le nombre de barques qu'ils jugent nécessaire. Ils ne sont uniquement que des loueurs de barques, dont le prix de location varie chaque jour. En effet, tout travailleur qui se présente a droit à être embauché, quelle que soit l'importance du chargement. En 1928, l'administration impose au profit des entrepreneurs une commission paritaire aux manutentionnaires algériens. Elle est présidée par le juge de paix de Nemours-Razawet, assisté de l'administrateur de la commune mixte de Nedroma. Ce fonctionnaire connaissant individuellement les indigènes exercerait certainement sur eux une grande influence pour les obliger à respecter le contrat de travail intervenu. Écrit l'inspecteur du travail au préfet d'Oran. Dans cette ville et celle d'Arzeux, les dockers cessent le travail à l'occasion du 1er mai 1929. Le 10 mai, leur négociateur, nommé Campos, obtient une hausse du salaire journalier. Insatisfait, les dockers programment une autre grève pour le 28 mai. La CGT confédérée n'adhère pas à cette nouvelle agitation alors que les employeurs recrutent de la main-d'œuvre à l'intérieur du département. La reprise de l'activité est effective le 11 juin à Oran et le 14 juin 1929 à Arzeux. Jean Torresilias déclare 1370 adhérents au syndicat unitaire des ports d'Oran et Arzeux. Quant à la CGT confédérée, l'Union syndicale des ports et docks d'Oranie-Eli, le 13 octobre 1931, à sa tête le charbonnier oranais, Larbi Ben Sédik. Les dockers renouvellent leur bureau, le 2 novembre, dans le quartier algérien de Mdina Jdida, dans l'enceinte de la mosquée Chérifia. Jean Torresilias poursuit le travail de sensibilisation et appelle à une mobilisation plus large des Algériens. En mars 1932, il leur déclare, au cours d'un meeting, « C'est vous principalement camarades arabes qui êtes atteints et plus touchés que nous par la crise actuelle. C'est vous aussi qui, tout en souffrant plus que nous, êtes la masse la plus exploitée par le capitalisme. » D'autres corporations du monde maritime mènent des mouvements revendicatifs, tels que les inscrits maritimes ou les charbonniers qui protestent contre la stagnation et parfois contre la réduction des salaires. Au printemps 1936, les dirigeants ouvriers ont 4 revendications essentielles. 40 heures, convention collective, congés payés, égalité des droits entre Algériens et Européens. Le 21 mai, à Oran, au Casino Bastrana, devant une trentaine d'Algériens et une quarantaine d'Européens, Torresilias, en langue espagnole, et Belhadri, en arabe, appelle de nouveau les dockers au sursaut. L'organisation se reconstitue le 4 juin en présence d'une centaine de travailleurs. Elle déclare 2500 adhérents. Le syndicat dénonce les pratiques policières et exhorte l'assistance à la vigilance et à l'unité. Réunis à la Bourse du Travail, les dockers désignent leurs dirigeants, le 7 juin, à l'unanimité. Une semaine plus tard, près de 400 travailleurs, dont une centaine d'Algériens, adhèrent au syndicat. À Mostaganem, l'union locale CGT se réorganise le 19 juillet 1936. Les dockers sont représentés par leur secrétaire adjoint, le communiste Belhadj, âgé de 25 ans. En 1936, l'annuaire statistique fournit le nombre de 76 grèves alors que le préfet en recense 94. Les 7 grèves de 1936 ainsi que celles de janvier 1937 mobilisent 9060 ouvriers. En effet, en 1937, la mobilisation la plus importante se déroule le 22 janvier et mobilise 4000 dockers oraniens qui débraient durant 24 heures pour soutenir un ouvrier de la chimie licencié et rapidement réintégré. 2 autres conflits importants se déroulent en milieu d'année. Le 29 et 30 mai, 300 dockers oranais algériens et espagnols font grève pour le paiement de la fête musulmane du Mouloud au taux des jours fériés. Début juin, le renvoi d'un ouvrier caviste déclenche la solidarité de 800 dockers de Mostaganem. Les fûts provenant de la cave incriminée restent sur les quais. Le 7 juin, tandis que les négociants mettent en congé payé leur personnel, les aconniers déroutent les navires. Les dockers oranais décident, le 10 juin, d'apporter leur soutien à leurs camarades mostaganémois. Ils refusent de décharger et d'embarquer les marchandises des navires déroutés. Les dissensions prennent fin avec la réintégration de l'ouvrier licencié. Le 20 septembre, les cavistes de Mostaganem déclenchent un nouveau conflit. Le 23 septembre, solidaires, les dockers débraient une demi-heure. Le 25 septembre, la manutention des fûts n'est plus assurée. En octobre, le syndicat des négociants en vin de Mostaganem écrit au préfet.
En de nombreuses circonstances, les patrons, uniquement par humanité, ont conservé certains ouvriers indigènes alors que s'offrait à eux aux mêmes conditions la main-d'œuvre européenne. Le conflit est déclenché dans le but de les prendre à la gorge, pour obtenir les avantages excessifs promis par des fomenteurs de troubles, généralement étrangers à la profession. Le dessein de ces derniers est de saboter le travail en pleine période d'activité et d'expédition, proteste-t-il. Ce jour-là du 25 septembre, le vapeur Zeramna quitte Alger, à son bord une cargaison destinée à Mostaganem, Ténès et Oran. Le navire accoste à Mostaganem, le 27 septembre au matin. Laconia attend jusqu'à midi le déchargement, en vain. Ses collègues décident le lock-out et tentent de déplacer le mouvement des affaires vers la métropole régionale. L'agitation s'étend. 4 vapeurs lèvent l'ancre précipitamment. Police, gendarmerie et garde mobile patrouillent. Le lendemain matin, les Oranais refusent de décharger les marchandises détournées. Le Zeramna appareille en direction de Mostaganem abandonnant sur lesquels la cargaison destinée à Alger et l'est du pays. D'autres bateaux font de même. Le sous-préfet écrit au préfet, les forces de l'ordre demeurent stationnées à proximité des quais afin d'intervenir le cas échéant. Excédés, les Aconiers décident, le 5 octobre le look-out. Près d'1 millier de travailleurs est mis à pied. Le port d'Oran est sous la surveillance de la garde mobile et de la gendarmerie. Le 6 octobre, environ 2500 ouvriers chôment. Ce jour du 6 octobre, les négociations sont difficiles, les propos parfois virulents. Le lendemain, Torrecillas déclare « Le mouvement de Mostaganem ne vient pas d'une question de salaire. Il provient uniquement de l'opposition catégorique du patronat, qui veut démolir l'œuvre de la CGT et du gouvernement actuel. » Les négociateurs s'accordent sur un moratoire de 10 jours et sur la reprise de l'activité ce jour même. À propos du moratoire, le préfet écrit au gouverneur. Tout retard serait de nature à faire revivre les difficultés qui, non seulement porteraient préjudice très grave au port et à la vie économique du département, mais risqueraient aussi de s'étendre à la métropole. Ce 7 octobre, à 13h, le port d'Oran s'anime de nouveau. Quelques heures plus tard, les Mostaganémois ratifient cet accord. Ils stipulent, notamment, qu'aucune action ni sanction judiciaire ne sera intentée pour arrêt de travail antérieur au 7 octobre 1937. D'autres conflits ont lieu au printemps 1937, notamment à Nemours-Razawet et Arzeu. Ces journaliers réclament une hausse des salaires. Les dockers et les ouvriers des ports dans leur ensemble ne subirent aucun échec. En 1936 et 1937, les dispositions des accords de Matignon sont appliquées à l'Algérie consacrant l'égalité totale entre les communautés dans le cadre de leur activité professionnelle. Toutefois, la CGT mena une lutte acharnée contre l'opposition patronale algérienne, refusant cette égalité. Les dockers algériens et d'origine hispanique sont à l'avant-garde de la contestation. Comme en France, l'Algérie va connaître une effervescence politique et syndicale sans précédent. Elle éveilla beaucoup d'espoir dans la classe ouvrière. Les conflits émergent avec encore plus de force à compter de juin 1936. À l'avant-garde du combat syndical, ces travailleurs, dont les dockers sont le noyau le plus actif, luttent, dialoguent et concluent des conventions au bénéfice de tous les ports oraniens. Les 5 délégués des ports du département demandent aux Aconiers de Nemours-Razawet que les dockers de ce port soient traités sur le même pied d'égalité que les dockers des autres ports d'Oranie. Le 20 janvier 1937, Padilla, au nom des travailleurs oranais, est disposé à venir en aide aux dockers de Nemours-Razawet. Il écrit au préfet « Vraiment les patrons sont très humains et très bons. Sûrement un mouvement de grève fera réfléchir ces messieurs. » Ces dockers assistent, défendent également les corporations les plus modestes. Le 2 août 1936, une centaine de dockers, chauffeurs de véhicules poids lourds, tonneliers et cavistes s'unissent. Avec cette entente, le patronat sera dans l'obligation de respecter les accords qu'il a conclus avec les ouvriers, déclare Castel, le secrétaire du syndicat CGT du tonneau de Mostaganem, en langue espagnole. En effet, l'essentiel du tissu économique est constitué d'artisans et de petites entreprises. Comme en France, l'agitation débute, en Algérie en juin 1936, à la suite de la victoire du Front populaire. Ce rassemblement des organisations de gauche comprenait, également, l'ensemble des formations algériennes, telles que les oulémas de Ben Badis, etc. Le 20 juin 1936, l'ensemble des corps de métier, sous l'égide du syndicat des ouvriers du port d'Oran, discutent puis adoptent, en assemblée générale, un cahier de revendications comprenant 15 mesures. En Oranie, cette mobilisation débuta par de petits incidents entre dockers et aconiers, entrepreneurs de manutention maritime des marchandises. Le 5 juin 1936, à 7 heures, écrit le commissaire de police détaché au port d'Oran,
une trentaine de dockers embarquent sur le Saumur, mais le commandant du navire leur demande de revenir à 9 heures. En signe de protestation, ils ne se présentent qu'à 13 heures. Cet incident n'a pas déclenché de mouvement de grève, comme on aurait pu le supposer tout d'abord, conclut le policier. Le 21 juin, vers 7h30, écrit le commissaire central, une dizaine d'individus sont descendus de la ville sur les quais, à l'effet de débaucher quelques dockers indigènes occupés à l'arrimage de marchandises sur le vapeur danois Marocco. Leur tentative ayant échoué, ces perturbateurs ont quitté les lieux et ne sont plus reparus de la journée. Quelques heures plus tard, le syndicat assemble près de 200 travailleurs des quais. Il menace de recourir à la grève si des négociations ne sont pas ouvertes dans les plus brefs délais. Le 23 juin, 3000 salariés sont en grève. Des ouvriers occupent des remorqueurs, des transporteurs, un vapeur ainsi que les locaux de l'Union de défense patronale. Le 24 juin, Padilla et Jean Torrecillas haranguent, au casino Bastrana, 1200 personnes dont les 2 tiers sont algériens. Un comité de grève de 17 membres, présidé par Torrecillas, est constitué. Le lendemain, 25 juin, le parquet ouvre une enquête judiciaire à l'encontre du chauffeur Joseph Torrecillas, frère de Jean, et d'un matelot, accusé, notamment de violence sur un employé d'une société propriétaire de 3 remorqueurs. À Mostaganem, les aconniers tentent, en vain, de contrecarrer le mouvement revendicatif en offrant des salaires supérieurs. Les dockers sollicitent l'arbitrage du ministre socialiste de la marine marchande. Le 6 juillet, les Oranais évacuent le siège du patronat et signent un accord provisoire. À Benissaf, les agents maritimes consentent une hausse des tarifs horaires et conviennent avec la CGT de s'aligner à l'avenir sur les décisions oranaises. Le 7 juillet, administration, patronat et ouvriers parviennent à un compromis. Le conflit s'achève, le 8 juillet, dans les 3 ports, à l'issue de 2 semaines de grève. Le 9 juillet, à Mostaganem, le secrétaire de l'organisation des dockers, s'adressant à 200 participants, la plupart algériens, se félicite de la lutte engagée par le syndicat contre le patronat qui a été obligé de plier devant la force calme, unie et organisée des ouvriers et de leur accorder les revendications réclamées. Il les complimente pour l'action de masse qu'ils ont menée et le bel exemple de cohésion que l'on peut en tirer pour l'Algérie ouvrière. Toutefois, les entreprises sont peu empressées de mettre en œuvre ce contrat. À Nemours-Azaouet, les 120 manutentionnaires ont dû recourir à la grève le 20 juillet. Le commissaire principal de la ville écrit dans son rapport « La liberté du travail sera respectée avec l'appui de la gendarmerie et de la police municipale ». Toutefois, la base algérienne ne suit pas aveuglement les consignes des dirigeants. Le 19 et 20 juillet 1936, Padilla attire l'attention des ouvriers oranais, écrit le commissaire central, sur les agissements de Khélifi qu'il considère comme un vrai dictateur au sein du syndicat et qu'il tente par tous les moyens d'influencer ses camarades. Khélifi réplique, délégué par le syndicat, « Je tiens à remplir mes fonctions ». Un nouveau vote le confirme dans ce poste à une très large majorité. Quelques jours plus tard, un différend, non résolu avec 2 entreprises exaspère les dockers. Le 2 août, au cours du meeting commun des syndicats des tonneliers, dockers et camionneurs à Bastrana, la colère des 1800 dockers se transforme en grève. Le préfet les invite à rejoindre leur poste et de ne pénaliser que les 2 sociétés incriminées. Le lendemain, à Mostaganem, Torrecillas appelle les 150 personnes assemblées au boycott de ces entreprises partout en Oranie. Bel Hadj lit le communiqué final, en français puis en arabe. Les dockers décident de continuer la mise à l'index de la compagnie Scoto jusqu'à complète satisfaction. Ils protestent avec énergie contre les procédés de la compagnie qui, bien qu'ayant accepté les conditions discutées en commun, ne les respectent pas. Le 4 août, le mécontentement est à son comble dans les rangs des 3000 participants oranais réunis en assemblée générale. Il prie le préfet d'user de son autorité auprès des aconniers pour faire reprendre le travail le plus vite, dans le cas contraire un mouvement de grève très large sera décrété. Pellegrin exhorte, en espagnol, les dockers oranais à patienter jusqu'à la réunion de la commission paritaire et de vaquer à leurs occupations dans le calme. Le préfet souligne, le 10 août, le souci des pouvoirs publics à faire respecter la liberté du travail. Toute grève peut nuire au gouvernement et entraîner une catastrophe. Le 11 août, le syndicat des dockers oranais annonce que, dorénavant, seuls ses adhérents seront engagés. Mais le patronat contrecarre cette ambition. Le 4 septembre, rapporte la Sûreté départementale, Torrecillas se plaint que les aconniers ne fassent embaucher par leur contremaître que les travailleurs qui leur plaisent et à cet effet remettent tous les matins une liste des ouvriers à embaucher, ce qui fait que de nombreux dockers syndiqués restent longtemps sans travailler. Il invite les ouvriers à la vigilance et menace de déclencher une grève de protestation. L'agitation se poursuit les jours et mois suivants. L'automne est émaillé de conflits, d'incidents. Le 26 septembre, l'ouvrier Rodriguez meurt asphyxié dans une cale.
À 13 heures, le syndicat appelle les dockers à cesser le travail. Le 2 novembre, à l'arrivée d'un navire, 4 dockers ne sont pas recrutés. Leurs compagnons cessent les manipulations. Le chef de la police des quais intervient. J'ai réuni les protestataires qui étaient une centaine et après des palabres qui ont duré 45 minutes environ, ceux-ci ont bien voulu reprendre le travail, sans condition. Alors que l'activité est sur le point de reprendre, le délégué syndical se déplace sur les lieux et constate l'infraction au contrat. Un accord est conclu, à l'issue de brefs pourparlers. Néanmoins, un service d'ordre a été laissé sur place pour veiller à tout incident, conclut le policier. De nombreux mouvements sont déclenchés en soutien aux travailleurs d'autres secteurs. Différentes corporations s'allient aux dockers afin de contraindre le patronat au respect des engagements souscrits. L'année suivante, le patronat poursuit ses entraves à l'application de la nouvelle législation. À Nemours-Azaouet, les employeurs affirment que les changements imposés par la convention collective annihilent la compétitivité du port. Ils citent des sociétés qui se détournent vers le Maroc occidental où les lois sociales, notamment les 40 heures, sont ignorées. L'introduction d'engins mécanisés, conjuguée à un chômage de masse inquiète également les dockers. Le syndicat CGT déclare les ouvriers ne sont pas contre le progrès ni contre la science, mais dans l'état des choses actuelles, il y a trop de mécontents, parce que bien souvent très malheureux. Car pendant ce temps les ouvriers du port chôment, cela veut dire que le pain manque dans les maisons d'ouvriers. Notre jeune syndicat a déjà donné des sommes assez importantes pour aider de nombreux malades chômeurs, mais il nous est impossible d'aider convenablement une masse d'affamés. Le syndicat poursuit quant à l'Algérie prolongement de la France. Il se peut que l'Algérie soit considérée comme un département français, mais nous nous rendons compte que les lois sociales appliquées dans la métropole ne le sont pas ici, pas d'allocation familiale, pas d'indemnité de chômage, etc. Profitant de leur position stratégique dans cette économie coloniale, les dockers oranais voulurent ouvrir une nouvelle brèche. Le 12 décembre 1936, à l'occasion de l'Aïd el-Fitr, Algériens et Espagnols demandent, sans succès la reconnaissance du caractère férié de ce jour. Le 17 février 1937, la nouvelle tentative cette fois à propos du paiement de l'Aïd el-Kébir n'a pas le succès souhaité. Le 29 mai 1937, à l'occasion du Mouloud, les employeurs conviennent, verbalement, de la légitimité de la revendication ouvrière. Mais une heure plus tard, ils reviennent sur leurs promesses et signifient aux dockers que le Mouloud n'étant pas fait légal, ils ne seraient payés qu'au taux normal. La grève est annoncée. Certains employeurs admettent et comprennent l'attitude des Algériens, mais stigmatisent celle des Espagnols. Le 30 mai au matin, les 300 ouvriers assemblés sur les quais fêtent leur victoire. Le lendemain, les dockers refusent les heures supplémentaires et boycottent des navires. Les employeurs protestent contre les exigences de leurs ouvriers et contre le caractère vexatoire de leurs revendications, qui constituaient une gêne continuelle pour les opérations d'embarquement et de débarquement. Les agents maritimes demandent au préfet de mettre un terme à des agissements qui portent chaque jour davantage un grave préjudice au port et à sa bonne réputation, et finiront par détourner les navires sur d'autres points plus hospitaliers. Ils poursuivent seuls les dirigeants des dockers d'Oran ont élevé une prétention que nous ne pouvons admettre. Dans les autres ports, la journée de fête locale n'a donné lieu à aucune difficulté. On peut en conclure qu'un esprit particulier inspire les dirigeants du syndicat d'Oran. Le 2 juin, le président de la Chambre de commerce se joint à leurs protestations et à celles de ces travailleurs ouvriers du port qui sont les victimes de mauvais bergers, écrit-il. Les relations entre dockers et patronat s'enveniment. Le 10 juin, le syndicat des dockers recommande d'observer le plus grand calme et de ne pas prêter l'oreille aux conseils de violence qui pourraient leur être prodigués par des individus ne détenant aucun mandat du syndicat ou de la CGT. Dans son exposé au gouverneur, le préfet impute cette tension à la fois aux militants politiques la plupart d'origine espagnole et à la base du syndicat très majoritairement algérienne. Il écrit la corporation des dockers est pour la presque totalité composée d'indigènes très susceptibles de prêter l'oreille aux suggestions des éléments de désordre, les communistes, qui les poussent dans une voie où ils s'engageraient sans déplaisir. Cette unité et cette combativité inquiètent les autorités. Le préfet se résout à une conciliation entre les deux parties, vu, écrit-il au gouverneur, l'état d'énervement existant dans cette partie du monde maritime. D'une part, les employeurs sont excédés des exigences des ouvriers et de la restriction que celles-ci apportent à leur droit patronal. Par ailleurs, les délégués des dockers paraissent dépassés par les éléments composant le syndicat. En 1939, les syndicalistes recommandent aux ouvriers d'observer le plus grand calme et surtout de ne pas écouter les provocations qui ne manqueront pas d'être envoyées dans leur rang pour essayer de créer des incidents qu'ils veulent éviter à tout prix voulant prouver, face à la situation actuelle qu'ils sont des travailleurs conscients aux sentiments bien français. La nouvelle conjoncture politique en France est en défaveur des dockers et favorable au patronat. Néanmoins, les ouvriers demeurent combatifs à l'exemple de ce 24 juin 1939. Ce jour-là,
le chef d'escale algérien ne recrute pas les deux militants de la CGT Ben Zedadj et Daoudi Amou. Un gardien de la paix, également algérien, appelé par Sanchez, constate l'incident. Mais, un entrepreneur se présente et les engage. Ce même jour, un armateur prie le commissaire du port d'inciter les ouvriers à accomplir une heure de plus afin d'achever le chargement d'un vapeur, mais en vain. Le commissaire central fait le déplacement, à son tour, et les invite à embarquer un véhicule, sans succès. Dans son rapport, il écrit « Le délégué de Bor-Benabed Brahim refusa et m'invita à m'adresser au secrétaire du syndicat. Le délégué Boubker Mohamed refusa également et m'invita à m'adresser aux hommes. Le navire appareille sans la voiture. Les dockers protestent contre les abus d'autorité de ce commissaire, qui veut s'immiscer dans les affaires relevant purement de la convention collective. » Écrivent-ils. En fin d'année 1939, la législation est suspendue, les délégués syndicaux révoqués, la liberté de mouvement des dockers réduite. Les armateurs remettent en cause la légalité du syndicat CGT du port et la légitimité de ses dirigeants. Les syndicats sont dissous. Les communistes sont expulsés puis emprisonnés. Certains sont libérés en 1943. Krouaï et Torrecillas décèdent dans leurs cellules. Merci et à bientôt.